Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises sur leur démarche droits humains et leur devoir de vigilance. Après avoir vu la semaine dernière un enjeu droits humains, donc l'enjeu du travail forcé, nous allons parler aujourd'hui des risques en matière de droits humains pour les entreprises et de la manière dont elles peuvent les identifier. C'est donc plutôt un sujet de processus peut-être un peu plus technique et qui s'adresse particulièrement aux entreprises françaises. On attend des entreprises, donc dans le cadre de leur devoir de vigilance, qu'elles cartographient leurs risques. Et je vous rappelle que le devoir de vigilance est un processus d'identification, de priorisation et de gestion de ces risques. Et la cartographie des risques en est la première étape. C'est véritablement l'étape fondatrice, puisque tous les éléments qui composeront la démarche après vont découler des résultats de cette cartographie des risques. Alors aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à la loi française sur le devoir de vigilance et son application par les entreprises. Mais sachez que cette étape de cartographie des risques est demandée vraiment dans tous les autres textes de référence en matière de droits humains et en matière de devoir de vigilance et dans les autres lois nationales qui sont en train de se développer. Alors de quel risque parle-t-on quand on parle de droits humains ? Quelle est finalement cette notion de risque au sens de la loi française sur le devoir de vigilance ? Alors, elle précise que elle demande aux entreprises d'identifier et de prévenir les risques, je cite, d'atteinte grave envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé et sécurité des personnes, ainsi que l'environnement. Et pour ce faire, les entreprises doivent faire une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation. Ce qui est important de comprendre quand on parle de risque droits humains et de devoir de vigilance, c'est qu'il y a un changement de prisme à faire pour les entreprises. En général, il est attendu des acteurs internes dans l'entreprise qu'elles identifient les risques légaux, les risques réputationnels, les risques financiers par rapport à l'entreprise elle-même et à ses activités. Et quand on parle de droits humains, on parle vraiment des risques sur les personnes, des risques sur l'environnement. Et donc, on ne s'agit pas de s'intéresser aux conséquences pour l'entreprise, mais véritablement aux risques que les activités d'une entreprise peuvent causer sur les personnes, au risque qu'il y ait des situations de violation des droits humains dans tout le périmètre d'activité des entreprises. Et donc, le fait de regarder les risques pour les personnes et non pour l'entreprise nécessite d'élaborer des méthodologies différentes avec des facteurs de risque différents et je vais y revenir. C'est vraiment un exercice spécifique qui ne doit pas être confondu avec la revue des risques qu'on retrouve en général dans les entreprises, la revue des risques groupes qui interroge sur les risques potentiels pour l'entreprise dans son ensemble. Et c'est aussi différent de ce qu'on peut retrouver en matière de RSE que les entreprises connaissent bien maintenant, qui est la matérialité ou la revue des risques extra-financiers, qui, pareil, si elle est plus liée à la question des risques vigilance et à la question des risques sur les droits de l'homme, ne prend pas en compte les bons facteurs et ne se limite pas aux conséquences sur les personnes. Et donc, vraiment, cela doit être différencié. Et c'est ce que font en pratique les entreprises les plus avancées en matière de droits humains. Elles font véritablement un exercice spécifique de cartographie des risques en matière de droits de l'homme. Cela ne veut pas dire que ça ne peut pas être intégré dans les processus qui existent dans les entreprises, puisque les acteurs sont déjà identifiés, les processus sont connus, et donc en termes d'efficacité et d'effectivité, ça peut être intéressant de les utiliser, mais sous réserve que les facteurs de risque, les spécificités droits de l'homme soient bien expliqués et soient bien pris en compte. Concernant le périmètre de la cartographie des risques, donc au titre du devoir de vigilance, il s'agit finalement du périmètre de l'obligation de vigilance prévue par la loi. Et donc cette cartographie doit prévoir aussi bien les activités de l'entreprise que les activités de ses filiales directes et indirectes et les activités de ses sous-traitants et de ses fournisseurs avec lesquels elle a une relation commerciale établie.
En pratique, là aussi, les entreprises généralement différencient entre les cartographies plutôt liées aux activités internes, donc des activités de l'entreprise et de ses filiales, et les cartographies liées aux relations commerciales, et donc les cartographies liées aux achats. Et donc, c'est vraiment des exercices séparés parce que ça ne fait pas appel aux mêmes acteurs, aux mêmes méthodes et aux mêmes critères à regarder. Alors, si maintenant on s'intéresse aux facteurs de risque à prendre en compte vraiment spécifiques par rapport aux droits humains et pour permettre d'avoir une identification des risques la plus précise et la plus réelle, le premier risque à prendre en compte, c'est le risque pays, selon la localisation des activités, selon la localisation des employés, selon la localisation des fournisseurs. Le risque pays en matière de droits humains est très important. Pourquoi ? Parce que dans beaucoup de pays, il y a les législations, la simple conformité aux législations nationales ne permet pas à une entreprise de s'assurer du respect des droits humains, des standards internationaux. Et souvent, ce sont ses propres engagements droits humains puisqu'elle s'engage à respecter les standards internationaux. Donc, la simple conformité ne suffit pas et donc l'entreprise doit bien identifier les différences qui peuvent exister entre les législations nationales et ces standards internationaux pour voir là où elle doit mettre en place des mesures supplémentaires pour se conformer à ces standards internationaux. Donc le risque pays est vraiment très très important et dans les cartographies des risques, souvent ce risque en termes de pondération, prend une importance toute particulière dans le cadre des droits humains. Et j'attire votre attention sur le fait que même si dans certains pays les lois existent et sont conformes sur le papier aux standards internationaux, ils peuvent subsister des pratiques d'atteinte aux droits humains, notamment dans certaines régions. Et donc il faut aller plus loin que juste le papier, la loi en théorie et vraiment regarder comment c'est appliqué dans le pays. Le deuxième facteur de risque très important à prendre en compte dans le cadre de l'exercice de cartographie des risques, c'est le risque plus sectoriel qui est lié soit à la main-d'œuvre, aux employés qui existent, enfin aux collaborateurs dans l'entreprise, qui peuvent être plus ou moins vulnérables et plus ou moins exposés à des violations des droits humains, en tout cas à des risques des violations des droits humains. C'est notamment le cas des personnes qui sont moins qualifiées, des personnes peut-être qui sont dans des contrats temporaires, des personnes qui ne sont pas représentées par des syndicats et donc qui n'ont pas forcément accès aux mêmes droits ou en tout cas à la connaissance de ces mêmes droits et donc ils sont plus vulnérables. Mais ça peut être aussi lié à l'organisation du travail, les personnes qui sont isolées, qui travaillent de nuit, les personnes qui travaillent seules en général sont aussi plus exposées puisqu'on a moins de visibilité en réalité sur comment elles travaillent et elles sont plus vulnérables à des risques de violation de droits humains. Ça peut aussi être lié à l'activité en elle-même. Il y a des activités évidemment plus dangereuses, des activités industrielles qui sont plus dangereuses pour les collaborateurs ou pour les personnes sur les sites. Il y a des activités qui peuvent être plus dangereuses aussi. Enfin, dangereuse n'est pas le terme, mais en tout cas qui peuvent amener à des risques plus importants de violation par rapport aux communautés locales, par exemple. Je pense au secteur de l'énergie, au secteur de l'extractif, où on sait qu'il y a des impacts plus importants sur les communautés locales liées à l'activité même des entreprises. Le troisième facteur de risque, c'est lié aux relations commerciales, je pense, et à la structure de la chaîne de valeur, c'est-à-dire, je vous l'ai dit, vous devez aussi regarder les activités de vos sous-traitants, de vos relations commerciales établies, et donc c'est d'essayer de voir, par exemple, par rapport à la sous-traitance en cascade, c'est vraiment un facteur de risque parce qu'il y a beaucoup moins de visibilité possible sur les pratiques des sous-traitants, et plus on remonte et plus c'est difficile de connaître exactement leurs pratiques. Ça peut aussi être lié à la typologie de la relation commerciale avec une autorité publique, par exemple, ou une entreprise publique. Il peut être plus difficile ou au contraire plus facile de pouvoir demander le respect des engagements de l'entreprise en matière de droits humains, de pouvoir avancer ensemble pour des pratiques plus vertueuses. Ça peut être aussi lié à la taille de l'entreprise. Il est évident ou la localisation du fournisseur. Il est évident qu'une grande entreprise française, par exemple, qui elle-même est soumise à la loi française sur le devoir de vigilance, a déjà des pratiques avancées en matière de droits humains, des engagements, et elle-même soumise à des contrôles d'autres parties prenantes. Et donc, elle sera plus à même c'est moins un facteur de risque qu'une petite entreprise locale dans un autre pays ou même une petite entreprise locale en France.
Et enfin, le dernier facteur de risque, c'est le risque lié aux produits et aux services. On en reparlera dans un prochain podcast sur la question des achats, mais sachez dès maintenant qu'il y a des produits qui sont plus à risque que d'autres en matière de droits humains, liés à leurs conditions, à leurs matières premières, donc aux conditions d'extraction de la matière première. Je pense au textile, par exemple, avec le coton, mais aussi aux conditions de fabrication, aux différents pays où les produits sont fabriqués, sont assemblés. Ça peut être des produits, ça peut être aussi des services. Il y a des services, par exemple, tout ce qui est facility management, qui ont plus de risques inhérents en matière de droits humains par rapport aux personnes, par rapport aussi aux méthodes, aux marchés. Et donc, ça aussi, c'est des facteurs de risque qui doivent alerter, qui doivent être pris en compte dans la méthodologie des cartographies des risques. Il y a un dernier facteur qui est vraiment aggravant que je voudrais mettre en avant, c'est la question de la vulnérabilité, j'en ai déjà parlé, mais vraiment, quand vous êtes face à des parties prenantes potentiellement impactées qui sont plus vulnérables, et il y a des groupes de personnes qui sont plus vulnérables. Et cette vulnérabilité doit vraiment s'apprécier in concreto, c'est-à-dire que dans certains pays, ce seront certaines catégories de personnes ou certaines personnes, et dans d'autres non. Donc il y a vraiment un effort d'identification de ces parties prenantes vulnérables. Et donc face à des personnes vulnérables, non seulement il y a une probabilité d'occurrence de risque qui est beaucoup plus importante, puisqu'elles sont plus exposées à des risques de violation, mais aussi, si l'impact négatif se produit, la sévérité de l'impact sera aussi plus importante, puisqu'on sait que les conséquences sur ces personnes des violations des droits humains sont plus graves que sur d'autres catégories de personnes. Donc vraiment, ce critère de vulnérabilité est très important dans le cadre des exercices de cartographie des risques. Rapidement, pour finir sur ces questions des cartographies, il y a beaucoup de choses à dire. Sachez qu'il n'y a pas de méthodologie toute faite, il n'y a pas de guide aujourd'hui, il n'y a pas de décret d'application, il n'y a pas encore de décision aussi jurisprudentielle qui pourrait nous indiquer comment faire ces cartographies des risques. Donc, c'est vraiment laissé à la liberté de l'entreprise. Alors, pour autant, la loi Franchat sur le devoir de vigilance existe depuis 5 ans, donc on a quand même un retour d'application de la part des entreprises qui ont fait l'exercice. Pour moi, les grands enjeux aujourd'hui, c'est comment l'entreprise peut élaborer des méthodologies qui soient opposables notamment à ses parties prenantes, mais aussi opposables entre guillemets pour bien que ce soit diffusé dans l'entreprise à ses différentes entités, à ses différentes filiales. Donc c'est comment collecter les données, quels indices, par exemple sur les indices pays, auprès de quel organisme ou quel référentiel, sur lequel référentiel elles peuvent s'appuyer pour essayer de prioriser par rapport au pays avec des critères les plus objectifs possibles. Je crois qu'il est important aussi de mentionner que l'exercice de cartographie est souvent le point de départ d'une démarche un peu effective en matière de droits humains. Donc il est vraiment important de ne pas complètement externaliser cet exercice, mais vraiment de saisir l'opportunité de cet exercice pour engager le dialogue avec les interlocuteurs internes, pour leur faire comprendre l'importance de l'exercice, pour les sensibiliser en matière de droits humains, à savoir ce que sont les droits humains, pour les engager, pour que finalement les exercices aussi prochains d'exercices après le premier soient l'opportunité d'aller encore plus loin dans la démarche et que ça s'inscrive dans une démarche d'amélioration continue. Il y a une vraie question de granularité dans les exercices de cartographie des risques. En réalité, on sait que les enjeux, les risques sont vraiment opérationnels. L'idéal serait de faire une cartographie des risques au niveau de chaque site, au niveau de chaque activité, au niveau de chaque fournisseur, par exemple. On sait très bien que c'est pas possible et c'est compliqué. Mais si le premier exercice de cartographie peut être plus global et être plus macro, on va dire, au niveau d'une entreprise, petit à petit, il est nécessaire de descendre et de finalement donner les moyens aussi aux filiales pour qu'elles fassent leur propre exercice de risque, parce que la granularité fait que pour que ce soit effectif, il faut que ce soit au plus bas niveau possible, et aussi en termes d'opposabilité, que les entreprises puissent montrer vraiment des exemples beaucoup plus opérationnels et non des grands enjeux, des grandes cartographies des risques qui finalement ne convainquent pas leurs parties prenantes. Nous allons passer maintenant à la partie plus actualité du podcast, et je voulais mettre en avant une actualité particulière, donc liée à la COP27 qui s'est finie récemment mi-novembre, et le lien qu'il y a entre le changement climatique et les droits humains.
Donc la COP27, vous le savez ou pas, c'est la conférence des parties signataires à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc cette convention, elle date de 1992. Et tous les ans, il y a ce qu'on appelle une COP. Et elles sont les lieux de décision des États. Donc elles réunissent les États quant à la lutte contre le changement climatique et en particulier l'application de ce qu'on appelle l'accord de Paris, qui date de 1995. Donc cette année, c'était la COP dite 27. Il y a eu des décisions importantes des États autour du respect donc de l'objectif des 1,5 degrés donc fixé par l'accord de Paris, aussi sur les questions d'adaptation au changement climatique et d'indemnisation des pays donc, qui sont le plus impactés. Mais aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de cette conférence par rapport au lien avec les droits humains. Il y a de plus en plus de prise de conscience des liens entre le changement climatique et les droits humains et les impacts que le changement climatique peuvent avoir sur les droits humains. Et on voit véritablement une mobilisation croissante de la société civile, des ONG et des ONG spécialistes des droits humains sur ces questions depuis quelques années déjà. Et aussi, quand on regarde les rapports des entreprises, elles sont de plus en plus nombreuses à faire le lien entre ces différents sujets. Et ça renvoie à une autre actualité qu'on a eue en juillet cette année, qui est la reconnaissance par l'Assemblée générale des Nations unies. Et c'est une décision historique, c'est un grand pas. Une résolution qui a été prise en juillet, qui est donc la reconnaissance du droit à un environnement sain comme un droit humain. Donc cette résolution, elle fait suite à la décision précédente du Conseil des droits de l'homme, cette fois-ci des Nations Unies, qui date d'octobre 2021, qui avait donc déjà reconnu ce droit à un environnement propre, sain et durable comme un droit humain, et qui avait surtout créé un rapporteur spécial sur cette question, donc spécialement dédié à cette question des impacts du changement climatique sur les droits de l'homme. Cette reconnaissance s'inscrit aussi dans un cadre de développement des contentieux, vraiment importants, des contentieux dits climatiques, donc au niveau de certains pays, et aussi bien à l'encontre des gouvernements directement, des autorités que des entreprises. Et ces contentieux visent vraiment à remettre en cause les inactions, pour ce qui concerne les gouvernements, ou les décisions, et pour les entreprises, c'est aussi les stratégies finalement des entreprises qui portent atteinte à l'environnement et qui ne permettent pas une lutte efficace contre le changement climatique. Et c'est aussi, pour faire le lien, un des enjeux autour de la loi française sur le devoir de vigilance et de la future directive européenne sur la question. Et donc là, on n'est pas encore fixé, on attend certains contentieux de la loi française et le projet de directive européenne, mais la question, elle est de savoir si la stratégie des entreprises en matière de changement climatique relève de leur devoir de vigilance, de ce qu'on appelle le devoir de vigilance, et donc finalement de la responsabilité juridique qui est associée, et donc finalement de la possibilité pour une partie prenante, pour une personne, d'aller interroger la stratégie des entreprises et notamment leur stratégie climatique et leur business model finalement. On aura l'occasion de revenir sur ces liens avec le changement climatique et le devoir de vigilance à l'occasion des développements donc, autour de la directive européenne et de l'avancée des contentieux. Mais sachez quand même que les entreprises aujourd'hui sont attendues sur ces questions, doivent faire le lien entre changement climatique et droits humains et droit à un environnement sain, et donc doivent montrer qu'elles le prennent en compte dans leurs pratiques et dans leur reporting. C'est fini pour aujourd'hui, pour ce podcast. On se retrouve donc dans 2 semaines pour un podcast consacré à la question de la transparence justement et du reporting demandé aux entreprises sur leur démarche droits humains. Merci. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.